Cette reprise des profits offre un contraste saisissant avec les performances de l'économie nationale, 0% de croissance au deuxième trimestre, après un petit 0,7% au premier trimestre, et la situation de l'emploi, 200 000 chômeurs supplémentaires au deuxième semestre. Loi sur la transition énergétique, loi sur le renseignement, loi sur la réforme territoriale, loi Macron, loi dite sur le dialogue social, loi NOTRe, loi santé. Ils ont poussé à l'extrême les limites pour enfourner le plus rapidement possible tout un ensemble de textes législatifs libéraux qui remettent en cause les fondements mêmes de notre société et nous contraindre à l'austérité que nous combattons sur tous les fronts. La loi Macron n'est que méfait pour les salariés et l'environnement. Son durcissement est déjà prévu pour 2016, puisque selon Bercy, la loi aura pour objet de saisir toutes les nouvelles opportunités par l'approche sectorielle qu'offre le numérique, notamment en matière de santé, d'énergie, de transport et de mobilité. Derrière ce langage raffiné se cache la réponse du gouvernement à l'émergence de nouveaux acteurs économiques comme Uber. Les taxis et les VTC sont un très bon laboratoire, a dit le ministre. Ne nous y trompons pas, le laboratoire en question est une très mauvaise nouvelle. Avec ce principe, nous tous ici pourrions tenter de pallier la baisse de notre pouvoir d'achat en louant de ci de là du temps de conduite en voiture, notre logement pendant les vacances, notre outillage et que sais-je encore. Et les cotisations sociales dans tout ça, les conditions de travail, la réglementation, la syndicalisation, qui ira se poser ce genre de questions quand on croit qu'on est son propre patron? Cette dilution de l'organisation des forces de travail ne serait profitable qu'aux groupes financiers une fois de plus. Ce n'est pas pour rien que Macron s'est fait applaudir par Gattaz et ses groupies lors de la clôture de l'université du MEDEF. Après l'affichage de sa volonté de s'attaquer aux 35 heures, il a lancé l'idée d'en finir avec le statut des fonctionnaires. Pour sa part, le Premier ministre, sans attendre les effets de la loi Rebsamen, veut réformer le marché du travail en privilégiant les accords d'entreprise au détriment de la loi. L'inversion de la hiérarchie des nombres sociales, nous y voilà. On veut nous faire avaler qu'il faudrait travailler plus longtemps. Nous devons nous opposer à ces dogmes, être convaincus pour convaincre que l'on peut faire autrement. Non, le recul social n'est pas moderne. C'est le 19e siècle de Germinal. La modernité, c'est un plus juste partage des richesses. La modernité, c'est de passer aux 32 heures hebdomadaires de travail sans diminution de salaire. C'est avec cette modernité-là que le nombre d'emplois pourra grandir, de même que pourront augmenter les salaires et les pensions de retraite. C'est là le socle d'une relance économique. Pour la CGT, il ne peut être question d'arrondir le code du travail, de le réduire à une sorte de déclaration de principes ou de droits fondamentaux. Le code du travail est à l'origine un socle de garanties républicaines visant à protéger le salarié, partie faible du contrat de travail. Permettez-moi de revenir sur deux lois votées ces derniers mois, la loi Rebsamen et la loi santé. Donc cette loi Rebsamen, relative au dialogue social et à l'emploi, a été adoptée suite à l'échec des négociations interprofessionnelles entre organisations syndicales et patronales. Ces négociations ont échoué sur le sujet de la fusion des institutions représentatives du personnel. En deux mots, cette loi consiste à réduire les droits d'intervention des travailleurs et à créer une fusion des IRP négociables et mise en place au niveau le plus centralisé de l'entreprise. En éloignant un peu plus les syndicats et les représentants du personnel des salariés, cette loi vise à décrédibiliser l'action syndicale en créant des syndicats désincarnés qui ne servent qu'à habiller d'un voile de légitimité des décisions patronales unilatérales par le biais d'une négociation centralisée. Or, nous savons à la CGT que le rapport de force ne peut se construire qu'au contact des salariés. Avec la loi santé et dans la logique de tous ses prédécesseurs, la ministre de la Santé, Marisol Touraine, lance une attaque sans précédent sur notre système de santé. Avec cette loi dite de modernisation de notre système de santé, loi santé 2015, va s'engager une nouvelle offensive de destruction de l'hôpital public. Les injonctions de fermeture de lits et de restructuration dans le but de gain de productivité dans le privé et le public se font au mépris de la sécurité des soins et de la santé des travailleurs. Les 22 000 suppressions d'emplois prévues pour la maîtrise de la masse salariale des hôpitaux et des annonces concrètes sont déjà faites sur nos établissements du Vaucluse, comme cela est le cas avec l'annonce de la fermeture, par exemple, de la maternité d'Apt. La remise en cause du statut et des conventions collectives largement engagées, notamment par le recours massif aux contractuels à l'intérim, aux contrats aidés et la dégradation des conditions de travail. Il serait bon que le gouvernement prenne en compte les revendications du personnel de santé et pas seulement pour les féliciter pour leur professionnalisme lors des attentats du 13 novembre dernier.
De la même manière, comment notre organisation va prendre à bras le corps les évolutions institutionnelles auxquelles nous assistons avec un point d'orgue, la réforme territoriale, des orientations d'ensemble qui peuvent affaiblir les missions de service public, les conditions d'emploi, de rémunération et de travail des agents. Afin d'asseoir plus encore la domination du capital sur l'organisation de la société et le mode de vie des salariés français, le gouvernement s'est doté d'un panel de lois pour arriver à ses fins dans les territoires. Je veux faire à ce moment quelques rappels sur l'évolution structurelle et leur incidence. Les politiques publiques, les choix stratégiques du capital visent à concentrer les moyens et les investissements au sein de quelques territoires, autour de quelques projets dits d'excellence. Les institutions de la République ne seront plus identiques pour les citoyens de notre région, selon leur lieu d'habitation, de travail ou d'études. Les conseils départementaux vont évoluer, conservant des prérogatives et des compétences jusqu'à leur démantèlement, prévu début 2021. L'unicité au sein de la nation sera incontestablement atteinte dans une période de forte poussée régionaliste à l'échelle de l'Europe. Les lieux stratégiques de décision se modifient, c'est vrai pour les entreprises, les administrations, les hôpitaux, l'université. Notre département est fortement encore et toujours frappé par un fort taux de chômage. Face à cela, il est urgent de remonter notre collectif privé d'emploi et c'est un des engagements forts que nous devons prendre collectivement lors de ce congrès. Il nous faut enfoncer le clou sur l'emploi car c'est la préoccupation première des Français. La réduction du temps de travail, c'est travailler tous, c'est travailler mieux, c'est travailler moins. C'est un thème d'actualité en temps de crise comme en temps de croissance. C'est pour cela que la CGT a décidé d'agir à contre-courant, comme l'a dit Philippe Martinez, notre secrétaire général confédéral. Nous avons besoin de créer un choc stratégique face à une bataille idéologique, une déferlante propagandiste, consistant à boucler toutes les perspectives pour convaincre les salariés qu'il n'y a pas d'autre solution que l'austérité et la précarité. Oui, la CGT a lancé sa campagne sur les salaires et sur les 32 heures. Si les 35 heures avaient permis de créer 350 000 emplois directs et des millions d'emplois entre 1997 et 2000, les 32 heures pouvaient constituer un levier efficace pour engendrer 4 millions de postes. Une mesure qui serait financée en partie par la réorientation des exonérations de cotisations sociales et aides publiques et par la dynamique de croissance engendrée par des créations d'emplois. Nous sommes aussi dans une période d'échéance politique, avec les élections régionales les 6 et 13 décembre, et dans le contexte très particulier que j'évoquais au début de mon rapport. La droite et l'extrême droite gagnent du terrain, élection après élection. Cette extrême droite prospère sur le terrain de la désespérance sociale et des promesses non tenues. Sa progression n'est pourtant pas inéluctable. Il est de notre responsabilité de mettre les salariés en garde contre l'imposture sociale que constituent ces idées et de combattre la stratégie de ceux qui cultivent le rejet de l'autre et la division des salariés pour mieux cacher leur incapacité à tracer des perspectives d'avenir et de justice sociale. Il est urgent de mettre à jour la supercherie et de démontrer que ceux qui se réclament de cette mouvance ne cherchent qu'à trouver des boucs émissaires et à mettre en concurrence les travailleurs entre eux, afin d'évincer du débat démocratique les origines véritables de la crise du chômage, de la soumission des gouvernements au marché. Nous sommes là dans une véritable guerre idéologique. Si nous voulons gagner cette guerre, il faudra bien finir par être plus nombreux pour la mener. Oui, mes camarades, tout est imbriqué et dans cette guerre idéologique, la CGT est souvent isolée. On la montre du doigt comme une organisation syndicale ringarde qui n'accepte pas les réformes, ne signe pas les accords, etc., etc. La propagande est lancée et elle est montrée du doigt parce qu'elle n'a pas participé à la conférence sociale alors qu'aucun des sujets qu'elle voulait aborder n'avait été retenu et qu'en même temps, en ce même temps-là, on appelait ces militants des voyous. Je vous laisse juger. Ce n'est pas le fruit du hasard si la répression s'abat sur les syndicalistes, notamment les plus combatifs, mais bien le cœur d'un projet de société qui vise à imposer des choix politiques et à empêcher les contestations et les propositions. Nos exigences de respect de l'activité syndicale et de la protection des militants, la loi d'amnistie pour les militants associatifs et syndicaux, la mise à disposition à titre gratuit et pérenne des bourses du travail et unions locales par les collectivités locales doivent être reconnues partout, notamment quand les lois Rebsamen et Macron, qui viennent d'être promulguées, entendent limiter les moyens de s'exprimer et de se défendre.
Oui, réaffirmons-le, nos vies valent mieux qu'une chemise. Oui, c'est notre travail qui produit des richesses. Oui, nous en voulons une autre répartition. Oui, nous sommes toujours debout. Toujours un syndicat de classe, de masse, de transformation sociale. Oui, nous sommes fiers d'être à la CGT. Oui, nous sommes fiers d'être la CGT en cette année de ses 120 ans que nous fêterons demain avec un film du secteur com de l'UD sur les 120 ans de la CGT à Vaucluse et les luttes marquantes qui ont jalonné notre histoire départementale. Je remercie les camarades de l'IHS pour leur implication dans la réalisation de ce film. Si la CGT a 120 ans, la Sécu en a 70 cette année, et c'est toujours une idée jeune, selon notre slogan. Ces valeurs sont justes, protégées dans la solidarité. Partager les richesses produites par le travail pour financer la réponse aux besoins de toutes et tous est la solution. Pour la CGT, le gouvernement ne s'attaque pas au vrai problème. La crise du financement de la Sécu est une crise de recettes. La vraie réponse réside dans une réforme de fond du financement de la Sécu visant à favoriser l'emploi et la croissance pour laquelle les propositions de la CGT sont sur la place publique. C'est ce débat-là qu'il faudra ouvrir, le seul qui permettra de sortir des réponses comptables et des restrictions budgétaires. Hollande a dit, après les attentats du 13 novembre dernier, que le pacte sécuritaire pouvait l'emporter sur le pacte de stabilité européen. Dommage que cette consigne ne s'applique pas quand il est question des budgets de la protection sociale, de la santé ou tout simplement pour le progrès social. L'accord sur les retraites complémentaires Agir Carco marque un énorme recul social avec de fait le report de l'âge de la retraite. En effet, les salariés se verront dans l'obligation de différer leur âge de départ sous peine d'amputation d'une pension déjà insuffisante. Nous devons réfléchir avec toute la CGT sur comment poursuivre la bataille idéologique sur l'avenir d'un système solidaire par répartition. Nous avons décidé, lors de notre dernier congrès en novembre 2012, de réimpulser le collectif Emploi Indus, à force de dire Indus. En janvier 2014, nous avons tenu une réunion à la SEPR où étaient présents la Confédération, la Fédération Chimie, l'UD, l'UL de Sorgue, pour discuter de l'avenir industriel de l'entreprise. De cette réunion est né le livre blanc du syndicat CGT de la SEPR, qui a été le moteur de la création du collectif. De nombreux syndicats de l'industrie, Rousselot, Signat, Isover Saint-Gobain, Liebig, Ducrot, Florette, Socopas, Murphy, Tourenco, mais aussi les camarades de cheminots et de l'énergie, ainsi que du PTRI, ont travaillé de façon convergente pour construire la manifestation départementale du 9 décembre 2014, qui a été une réussite avec les camarades de l'industrie, mais aussi tout l'Interpro, les camarades du service public. Nous avons pu aussi gagner une table ronde en préfecture lors du SPED du 28 janvier dernier, avec l'ensemble des acteurs économiques du département. Puis elle est la construction d'un débat public le 16 juin dernier. Nous avons dénoncé les aides CICE, CIR, qui sont accordées aux entreprises sans aucun contrôle malgré les annonces gouvernementales. Les choses sont claires, les chiffres comparés de distribution des dividendes par les grandes entreprises en 2014 et le versement de la première tranche du CICE parlent comme un livre. Hausse de 30% des dividendes versés par les grands groupes et absence d'investissement. Le CICE, c'est 363 millions d'euros en PACA, mais rien pour l'emploi, rien pour les augmentations de salaire. De nombreuses luttes ont émergé dans ce secteur, dans les services publics aussi. Un débat public, d'ailleurs, s'est tenu à Pertuis le 21 septembre dernier sur les questions des services publics sur la zone, avec malheureusement pas assez de présence. Il est urgent que le collectif service public reparte en trombe lors du prochain mandat. C'est une ambition revendicative de haut niveau que nous portons comme un engagement fort. Les services publics sont plus que jamais nécessaires et structurants sur notre territoire. Nous le martelons, l'emploi industriel, seul créateur de richesses, et les services publics sont les deux piliers de notre structuration territoriale. Nous devons défendre l'un et l'autre, l'un avec l'autre, ne pas être dans l'opposition comme cela a pu se faire. L'emploi tertiaire, service à la personne, au commerce, est en constante progression, de même que le salariat des PME. Nous avons quelques syndicats dans ces secteurs et qui se battent pied à pied aussi pour défendre l'emploi, les conditions de travail, les salaires, comme à Casino, Auchan, Conforama, Carrefour City, sans oublier la lutte exemplaire de Delta Security. Je ne peux pas oublier non plus nos camarades des papeteries de Malocène, ces fameux salariés protégés, toujours en lutte, dont le jugement a été encore une fois prorogé au mois de décembre.
et aussi les camarades de Continental Nutrition, toujours pour certains en formation. Ils ont gagné la sécurité sociale professionnelle et un plan de formation en reconversion très ambitieux. L'UDCGT Vaucluse n'a pas à rougir de son bilan d'activité. 159 journées d'action, dont des manifestations interprofessionnelles. Lors de notre précédent congrès, nous avions en partie axé nos actions sur la santé au travail. Il nous semble important de poursuivre et de capitaliser ce que nous avons déjà entrepris, notamment en organisant de nouvelles assises de la santé au travail. En même temps, nous devons nous appuyer sur nos CHSCT pour répondre aux besoins des salariés qui font souvent remonter leurs difficultés au travail, stress, burn-out dans le pire des cas, et une nécessaire amélioration de leurs conditions de travail. L'exemple de la reconnaissance du préjudice moral gagné par nos camarades de la SEPR doit encore plus nous encourager à agir en complémentarité entre l'USR et nos syndicats des organismes sociaux sur les questions d'invalidité, de suivi post-professionnel, de reconnaissance des préjudices subis au titre de la pénibilité. Même si Bruno nous en parlera plus en détail demain, j'en viens maintenant à la nécessité d'avoir tous en tête les élections TPE de 2016, dont nous lancerons officiellement la campagne le 7 janvier prochain. La problématique de la syndicalisation pour faire grandir le rapport de force. C'est l'affaire de toute la CGT. C'est une question déterminante pour le calcul de la représentativité et des futurs mandats que nous aurons au prud'homme. À ce sujet, nous continuons à revendiquer le maintien des élections prud'homales, même si le nombre de signatures de notre pétition est largement insuffisant pour obtenir satisfaction. Les élections TPE sont également une des conditions permettant de rester un syndicat de masse pour se développer et s'implanter dans l'ensemble du salariat organisé. À ce moment, pour répondre à toutes les revendications posées, à tous les enjeux majeurs qui se posent à nous, se pose la question de notre organisation et de notre vie syndicale. Mais quelques questions se posent sur quelle CGT nous voulons, celle dont nous avons besoin pour répondre aux défis que nous avons à relever. Comment rassembler la diversité du salariat, des statuts à travers des formes de lutte qui permettent une intervention, une implication du maximum de salariés. Comment rassembler autour des mots d'ordre ou revendications qui fédèrent, sans que chaque organisation, chaque syndicat ou même chaque dirigeant tente d'imposer sa préoccupation, son problème, comme celui qui doit rassembler tout le monde. Comment sortir des débats souvent stériles entre ceux qui râlent sur les journées d'action nommées saute-au-mouton et les nombreuses luttes dans les entreprises. Comment ne pas devenir ce syndicalisme institutionnel dans lequel on veut nous enfermer? Comment se développer vers le salariat inorganisé, vers le salariat en émergence, comme par exemple les cadres? Comment repenser notre organisation territoriale après 2 conférences duel? Nous avons l'ambition d'être la CGT de tous les salariés en Vaucluse. Comment mieux faire vivre nos luttes, les faire connaître et faire connaître nos victoires aux salariés en améliorant notre communication? Comment développer la syndicalisation quand les salariés nous font confiance aux élections, comme aux dernières élections TPE, dans la fonction publique, aux élections du 4 décembre 2014, chez Ducrot, à la SEPR, chez Signat et encore jeudi dernier chez les cheminots. Le sondage Harris, présenté au CCN la semaine dernière, dit que les salariés se disent disponibles à agir pour défendre leurs intérêts. Cela ouvre des perspectives. C'est de cela dont nous devons parler. Il nous faut aujourd'hui nous concentrer sur ce qui nous rassemble, plutôt sur ce qui nous divise à tous les niveaux de la CGT. N'oublions pas que nous sommes la première organisation syndicale, tant au niveau national que départemental. Cela nous confère de lourdes responsabilités pour porter les revendications du monde du travail. C'est bien à nous, la CGT, qu'il convient de réagir, de résister pour construire la CGT de demain à Vaucluse, comme le dit notre slogan. Pour finir, je reprendrai les mots de Marx. L'histoire de toute société jusqu'à nos jours n'a été que l'histoire de lutte des classes. Je vous remercie pour votre écoute attentive et je vous laisse la parole pour le débat.